Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir dans Lumière intérieure sur KTO. Nous allons recevoir celle qui a été à 21 ans la plus jeune chef étoilée de France. Elle est maintenant à la tête de son propre restaurant, le Bayeta, depuis 8 ans, Julia Sedeftian. Bienvenue. Merci, bonjour. On est très honorés de vous recevoir chez KTO. Merci beaucoup. Vous êtes née à Nice. Tout à fait. Vous avez deux grands-mères siciliennes, je crois, qui ont beaucoup compté dans votre parcours de cuisine. C'est elles qui vous ont appris cet art, ce métier? On va dire que ça a suscité chez moi l'envie de découvrir ce beau métier, ces grandes tablées pendant mon enfance. Oui, c'est des beaux souvenirs, c'est des très très beaux souvenirs. Elles apprenaient, elles disaient « Viens voir Julia, je vais t'apprendre à faire ci, à faire ça Bon, ». Moi, j'étais toujours un peu... fourrée dans leur jus. Dans les cuisines, dès que ça commençait à sentir l'huile d'olive, l'ail, moi, ça m'intriguait. Donc, forcément, j'allais voir ce qui se passait sous les couvercles des casseroles. C'est un endroit qui m'a toujours plu, la cuisine, pour la nourriture, mais aussi... je pense que c'est un endroit où les langues se délient facilement, où on peut passer un moment avec quelqu'un qu'on aime, dans une intimité de la cuisine, où on va se dire des choses qu'on ne se dirait pas forcément ailleurs. Je ne sais pas, j'ai toujours trouvé ça. C'est en cuisinant ou à table? En cuisinant. En cuisinant. En cuisinant. En faisant quelque chose ensemble. Exactement. Il y a une complicité qui se joue. Et donc chez vous, à la maison, la table est ouverte, il y a plein de gens qui passent, qui viennent, ou comment ça se passe dans la famille? C'était soit des petites tablées, soit des grandes tablées avec la famille. Origine sicilienne et arménienne aussi du côté de mon papa. Donc parfois des repas où il y a des mezzés plein la table, où on reste là pendant des heures, où ça parle, ça rit, ça parle fort, ça échange, ça partage. Voilà, c'est des souvenirs les joyeux. Souvenirs de grandes tablées, ouais, bien sûr. Et votre Madeleine de Proust, le petit truc, le plat préféré? J'en ai beaucoup et ça évolue aussi, mais il y en a un que je garderai, je pense, toujours, c'est les lasagnes de ma maman. Oh. C'est un plat simple, mais j'ai toujours adoré ces lasagnes. Voilà. Et vous savez les faire? J'espère. Ça serait le comble. Elle dit que ça ressemble à ce qu'elle faisait? Non, mais je lui en fais pas. Ah, moi, je les fais pour moi. Non, alors... moi, quand j'y vais, elle me fait les lasagnes, toujours. Ah, bah oui. Mais elle ose, ça doit être drôlement intimidant de vous inviter à déjeuner. Moi, je me risquerais pas. Ah, mais c'est ce qu'on me dit toujours. Ah oui? On a toujours peur de m'inviter, mais moi, je suis quelqu'un de très simple. J'aime les choses simples. J'aime justement la cuisine de maison. C'est quelque chose de très réconfortant, de très... J'adore ça. De très doux, en fait. Alors, si j'ai bien suivi, vous avez quand même, au départ, voulu être vétérinaire, non? J'ai lu ça quelque part. C'est pas une fake news. Non, non, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Ouais, petite fille, je pense vers 6-7 ans, j'ai adoré les animaux. On m'offrait tous les livres d'animaux qui pouvaient exister, je pense. J'adorais les chiens, beaucoup. Et donc à cette période-là, si on me demandait ce que je voulais faire, je disais, moi, je serais vétérinaire. Et puis en grandissant, je me suis aperçue que déjà vétérinaire, c'est souvent voir les animaux quand ils vont mal. Ouais. Ça a été le premier frein. Et ensuite, quand je me suis rendu compte que c'était de longues études, c'était le deuxième point noir pour moi. Ouais. Bah, même si là, quand même, c'était un sacré parcours. Peut-être que vous pouvez présenter aux téléspectateurs les étapes. Donc d'abord, il me semble, un CAP cuisine, un CAP pâtisserie. Oui, j'ai fait un CAP en alternance 2 ans en cuisine, un an de CAP pâtisserie en alternance également, avant de voler de mes propres ailes pour mon premier poste de commis de cuisine. Donc à Paris. Oui. Mais avant, vous aviez eu une médaille d'or, non, quand vous étiez étudiante? Oui, pendant mes années d'apprentissage, j'ai fait un concours qui s'appelle Un des meilleurs apprentis de France. Mon chef de l'époque, mon maître d'apprentissage m'a beaucoup épaulé pour ce concours. Ça m'a appris beaucoup. Et c'était une très belle expérience. Et alors, la petite jeune fille de cette époque-là, elle était comment? Elle était stressée? Elle était passionnée? Elle avait quoi comme état d'esprit? Stressée un petit peu, c'était du bon stress parce que j'étais entourée, j'étais préparée, j'étais bien sûr passionnée parce que
Je pense que sans ça... ça n'aurait pas été possible. Non, je pense pas. Je pense pas. Et c'était un beau challenge pour moi. Donc j'avais beaucoup de choses à prouver aux autres, à moi-même aussi, je pense. Donc je crois que c'était le bon moment pour faire ça. Et donc cette médaille d'or, c'était une énorme fête, une énorme surprise, ou comment vous l'avez vécu? C'était une grande fierté pour moi, pour aussi tous mes professeurs principaux, etc., du lycée hôtelier qui croyaient en moi, mais moi j'ai toujours été un petit peu rebelle, un peu... donc oui, c'était une belle victoire. Une belle victoire pour moi. Et puis après, vous voilà quitter les lumières de Nice pour arriver dans un Paris peut-être un peu gris et enneigé, oui. La première année, je m'en souviendrai longtemps. Donc le choc. Ouais, le choc est peut-être pour le moral bof. Et là, vous étiez commis de cuisine au restaurant Fab de la Fontaine. Fab de la Fontaine, exactement. Donc ça, comment ça s'est fait? C'était c'était un hasard? Vous avez frappé à toutes les portes, c'est celle-là qui s'est ouverte? En fait, j'ai cherché du travail en arrivant sur Paris via les plateformes qui existent. Je trouvais pas de restaurant étoilé. Et moi, je me suis dit, si je quitte ma ville, mon Nice adoré, je veux pas faire moins bien que ce que j'ai fait avant. Donc, je voulais absolument trouver au moins un restaurant une étoile. Et 3-4 jours après mon arrivée sur Paris, j'ai toujours pas d'entretien, je trouve rien, ça commence à m'agacer. Je suis comme ça, moi j'ai besoin que ça aille vite. Et je me dis, c'est pas possible, je cherche du travail, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, bon, Pôle emploi. Je me connecte sur le site de Pôle emploi, et là je tombe sur une annonce, restaurant étoilé, les Fables de la Fontaine, cherche commis de cuisine. Je me dis, voilà, l'aubaine, j'appelle, j'ai un entretien le lendemain, et ça va commencer comme ça. L'histoire des Fables de la Fontaine. Et alors, quand vous arrivez, vous avez une pression folle. Enfin, alors nous, quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est des milieux où il y a énormément de pression. Et donc, on imagine une petite jeune fille tremblante, que tout le monde gronde si elle fait un pas de travers. Est-ce que c'est comme ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je me mets la pression, bien sûr. Quand j'arrive sur Paris, c'est intimidant, c'est une grande ville. Je ne veux pas dire que Nice est une toute petite ville. Mais en termes de restauration, comparé à Paris, ça n'a rien à voir. Oui. Pour moi, quand j'arrive à Paris, tout est grand, c'est une autre dimension, en fait. Et puis, j'ai envie de prouver que même si je viens de province, je sais cuisiner. Et pour moi, c'est ce défi-là que j'ai envie de relever. Donc, je me mets beaucoup de pression pour ça. Je me dis, j'ai envie d'être l'une des meilleures, j'ai envie qu'on me remarque par ma cuisine. Mais sinon, non, je ne tremblais pas, ça on le garde à l'intérieur, on ne le montre pas. Et quand on est commis, on fait ce qu'on nous dit? Ou est-ce qu'il y a un espace pour la créativité? Non, zéro espace pour la créativité. Donc là, vous ne pouvez pas montrer ce que vous savez faire, en fait, vous faites ce qu'on vous dit de faire. On regarde, on refait. Non, mais il y a une hiérarchie dans la cuisine. Et surtout, il y a 10-15 ans, quand on est arrivé dans un endroit, on n'avait pas vraiment son avis à donner. Oui. Et moi, j'ai toujours aimé ça. C'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangé. De travailler pour un chef, de comprendre de sa cuisine, comment il fonctionne, comment il veut qu'on fonctionne. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et c'est pour ça que plus tard, quand on va me demander de faire ma première carte, je me suis dit, mais c'est quoi ma cuisine à moi finalement? Parce que j'ai travaillé pendant des années pour des chefs. J'ai eu du plaisir à faire ça. Mais moi, je ne connais pas ma cuisine à moi. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire ressentir, de partager. Mais sur le moment, à 18 ans, commis de cuisine, pour moi, c'était... J'arrivais là, je voulais juste apprendre, regarder, voir comment ça se passait, évoluer. Voilà, c'était ça. La créativité, ce n'était pas encore quelque chose qui m'attirait, finalement. Vous dites que vous étiez rebelle, mais finalement, vous étiez assez discipliné. Ah, en cuisine, je l'ai toujours été. Ouais, je l'ai toujours été. Sinon, vous n'auriez pas réussi. Je ne pense pas que ça soit le meilleur endroit pour être rebelle. Pour braver la discipline. Et donc là, vous restez commis de cuisine pendant combien d'années? En fait, je vais arriver commis de cuisine, j'avais pratiquement 18 ans et un an après, je suis déjà sous-chef, donc ça va aller très vite en fait. Et ça, c'est les événements, donc c'est les départs de... Enfin, ça, vous ne pouviez pas vous y attendre? Non.
Du coup, il y a des places à prendre. J'ai travaillé pour, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire, voire plus. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on m'a proposé des postes au plus... début. Alors j'ai été Sous-chef de commis, partie. demi-chef de partie, Ouais. chef de partie. Ouais. Et quand le sous-chef est parti, on m'a proposé de reprendre sa place. Ouais, j'avais 18 ans et Mais là, quelques. c'est invraisemblable que ça a été si vite, en fait. Ouais. Ouais. Après, dans la vie normale, c'est rapide, 1 an. Dans la vie d'un cuisinier, c'est long. Ah bon? On a des journées de 15-16 heures, Ouais. des semaines normalement de 5 jours qui peuvent vite se transformer en 7. Donc finalement, Donc c'est un métier très, très physique. Ouais. Qui demande une santé de fer, en fait. qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande une rigueur et beaucoup de travail. Ouais. Et donc c'est là qu'on vous demande votre propre carte. Alors, pas quand je passe sous-chef, mais là, je commence à participer à la création des plats et de la carte avec mon chef. Et ça va être 2 ans et demi après qui va me donner le flambeau de la cuisine. Donc, c'est à ce moment-là où on va me dire, bon, ta première carte... Donc là, il faut garder l'étoile, c'est ça l'enjeu dans votre tête? Alors, l'enjeu, ça n'a pas été ça dès le début, parce que... on avait en tête de faire des aménagements dans le restaurant pour pouvoir l'agrandir, pour devenir plus accessible aussi, parce qu'on est arrivé dans un moment à Paris où on commençait à voir naître un peu les néo-bistrots, etc. Et je pense qu'il fallait qu'on se repositionne par rapport à ça, parce qu'on était un étoilé assez cher. Ouais. Et qu'on voyait de plus en plus des gens qui venaient consulter la carte et qui ne franchissaient pas la porte. Et on se demandait pourquoi. Et on a pris cette décision-là de parier sur faire un peu plus de couverts en ayant des produits un peu plus accessibles, mais ouvrir la porte à tous. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était... D'ailleurs, quand on lit les choses sur vous, on voit, elle a divisé par 2 le prix de la carte. On voit que ça a compté dans votre itinéraire. C'était une philosophie, ça aussi? C'était de rendre la cuisine moins élitiste Moins et plus... élitiste, exactement. Ouais. Pour tous, en fait. Enfin, pour tous, peut-être pas tous, mais... On ne peut jamais, Oui. je pense, dans une cuisine gastronomique, faire une cuisine pour tous, mais en tout cas, essayer de s'en rapprocher. Oui. Moi, ce qui me faisait plaisir, c'est de voir un jeune couple pouvoir s'offrir un déjeuner ou un dîner dans notre restaurant. Pour moi, ça, c'était une victoire. Ouais. Et donc après, ça devient votre propre carte. Et là, vous faites vos premiers essais. Alors, comment on fait pour faire ces premiers essais? On fait comment? Moi, je vais noter tout ce qui me passait par la tête, essayer de créer un fil conducteur un peu quand même sur cette carte. Ouais. Je savais que je voulais faire une cuisine du Sud, puisque je suis natif de là-bas. C'est une cuisine qui m'a beaucoup marqué et que j'ai envie de partager. Maintenant, au début, j'ai surtout repris beaucoup de choses que je maîtrisais, que j'ai vues avec tous mes chefs. Donc, ma première carte, ça a été un mélange un peu de tout ça, un peu brouillon. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris confiance en moi, j'ai trouvé ce que je voulais faire aussi. Et je pense que, de toute façon, quand on devient chef, on se remet en question beaucoup et on ne cesse d'évoluer toujours. Même quand je regarde des cartes il y a 2 ou 3 ans, je me dis, mais bien sûr, on a fait un saut encore et on évolue tout le temps. Ouais. Et c'est ça qui me plaît aussi avec ce métier d'ailleurs. Ouais, vous aimez le mouvement. Ouais. Vous n'aimez pas faire toujours la même chose. Du coup, d'ailleurs, assez vite, vous avez voulu faire votre propre restaurant. Et on est passé des Fables de La Fontaine au Bayeta. Exactement. Qui veut dire le baiser, je crois. En niçois. Ouais. Donc ça, c'est un joli clin d'œil à votre ville natale. Ouais. Et là, vous avez eu une étoile. J'ai eu ma première étoile aux Fables de La Fontaine en 2016 et à Bayeta en 2019. Pratiquement 1 an après l'ouverture. C'était l'objectif, concrètement, moi, quand je me suis associé avec Grégory et Sébastien, que j'ai rencontrés aux Fables de La Fontaine. Quand on a ouvert Bayeta, on s'est dit, voilà, on se donne 2 ou 3 ans pour aller chercher notre étoile. Et quand elle est arrivée l'année d'après, forcément, ça a été un moment magique. Un autre moment magique. Mais cette fois, c'était notre étoile et c'était d'autant plus... J'ai pas le mot. Voilà.
Joyeux, gratifiant. Ouais, gratifiant, parce qu'on a tout pensé de A à Z, on a formé les équipes, on a tout pensé pour ça, donc oui, c'est très très gratifiant. Ouais. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Vous voyez, c'est passé vite finalement. Les mots. Les mots, il y aura 4 mots à partir desquels, en m'ayant dans l'oreille, vous pourrez nous dire ce que ça vous évoque. Allez. À tout de suite. Merci. Nous sommes toujours sur KTO dans Lumière intérieure. Ça va l'expérience d'être avec juste une voix? Je sens que ça vous fait rire. Ah ouais. Ça va aller, je pense. C'est très surprenant. Oui, j'imagine. Ça m'est jamais arrivé en fait. Alors, le premier mot auquel j'ai pensé en voyant votre itinéraire et votre métier, c'est réconfort. Réconfort. C'est un joli mot. Je pense que des plats réconfort, il y en a des milliers, mais il y en a autant que d'êtres humains, c'est-à-dire qu'on a tous nos préférences, tous nos madeleines de Proust, tous nos souvenirs. Et moi, si on parle de réconfort, je vous parlais des lasagnes de ma maman tout à l'heure, mais je peux vous parler de sa ratatouille, je peux vous parler de sa daube. C'est des plats comme ça, remplis d'amour. Et quand on rentre d'une journée difficile et qu'on s'attable autour d'un bon plat en famille, c'est ça, le réconfort. Est-ce que vous diriez que c'est un moteur pour vous, ça, de cuisiner pour réconforter ? Ça en fait partie. Je pense qu'on cuisine pour plein d'émotions différentes, mais quand on peut réconforter avec de la cuisine, je trouve que c'est un sacré pouvoir magique quand même. Et ça, les clients vous le renvoient ? Enfin, comment vous avez des retours de gens qui vous disent « Ah, cette soirée, ça m'a vraiment réconforté ». Oui, ça arrive. Quelqu'un en fin de repas, on va converser, qui va me dire bah voilà, j'ai eu un moment difficile à traverser ces derniers jours. Ça a été une petite bulle pour moi que vous nous avez offert. C'est des anecdotes. Je me souviens d'une fois une dame qui me dit mais votre focaccia quand je l'ai mangé, ça m'a rappelé tant de souvenirs de mes grands-parents, qui s'est mise à pleurer, etc. Donc oui, on fait passer beaucoup de choses avec la nourriture et notamment on fait beaucoup fonctionner nos souvenirs. Donc c'est beaucoup d'émotions partagées. Est-ce qu'il faut aimer les gens pour pouvoir cuisiner ? Oui, je pense que c'est indispensable. Cuisiner avec amour. Après, c'est beaucoup plus facile de cuisiner pour des gens qu'on connaît et qu'on aime. Bien sûr. Au quotidien, quand on a un restaurant, on essaye de transformer ça différemment, mais toujours en se disant il faut qu'on leur fasse vivre une expérience. Moi, j'ai envie de leur montrer ma cuisine. Finalement, peut-être qu'ils découvrent un peu de moi. Et j'aime ce sentiment-là. Donc, mais oui, pour bien cuisiner, il faut toujours cuisiner avec amour, je pense. Amour du produit, amour des gens pour qui on cuisine, amour de notre équipe. Voilà, toujours une bienveillance et un respect. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre de vous ? Parce que vous dites, j'aime bien qu'on découvre quelque chose de moi dans ma cuisine. Vous diriez qu'on découvre quoi de Julia Sedefjian quand on prend ses figues bouge à saute ? J'ai regardé la carte, ça m'a donné terriblement faim. Et tous nos téléspectateurs vont avoir l'estomac qui gargouille. Mais c'est ça qui est fort avec la cuisine, c'est que j'ai pas besoin de mots. Je pense qu'on me rend compte dans ma cuisine dans le sens où on va découvrir une cuisine qui est épicée, une cuisine sur des jolis produits, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons. C'est une sensibilité, c'est un assaisonnement. Voilà, ça va être peut-être une humeur à un moment. Mais je suis beaucoup trop pudique pour être à découvert. Donc, il faut qu'on vienne, en fait, c'est voilà, ça. Vous nous invitez pour savoir qui vous êtes. Non pas en mots, mais en repas. Exactement.
Et où est-ce qu'on puise toujours l'inspiration de se renouveler, de se transformer Vous avez dit ça tout à l'heure en première partie d'émission, que vous n'aimiez pas du tout faire la même chose. Mais comment on fait on fait comment pour se transformer, se réinventer? C'est quelque chose qui se travaille, qui se nourrit. Moi, je crée de plusieurs manières. Il y a parfois, je prends une feuille blanche, je note les produits de saison que j'ai envie de travailler, les textures, les couleurs, et je vais faire un plat. Ça va être un dessin au début, le lendemain, on va l'essayer, on va le goûter, on va l'ajuster. Ça, c'est une première manière de créer. Après, il y a des plats qui vont se créer naturellement. Je vais parler avec quelqu'un, échanger sur un produit, sur un souvenir, et ça va me donner des idées. Et ça, je vais le travailler ensuite. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent me donner de l'inspiration. Je vais faire une exposition, je vais voir un tableau, des couleurs, je vais me dire ah bah ça me fait penser à ce légume. Voilà, ça va être des choses comme ça en fait. Et il y a plusieurs manières de créer, mais oui, j'aime avoir une routine parce que c'est un cadre qui sécurise et je pense que dans nos métiers, on a besoin, dans nos métiers où il y a beaucoup d'imprévus, on a besoin quand même de ce cadre rassurant, mais à côté, dès qu'on reçoit des nouveaux produits, dès qu'il y a les saisons qui changent, etc., c'est un moteur pour nous aussi. Ouais. Donc vous regardez quand même la beauté du monde, les légumes, les fruits, les couleurs. Je pense que sans ça, on ne ferait pas grand-chose, donc c'est bien d'en avoir conscience. Moi, j'adore ce qu'on partage avec les produits. On les voit le matin arriver, on les rencontre, on les touche, on les travaille avec respect. Et, c'est la première partie de notre travail, elle se passe avec les produits. Donc, ouais. Et ça, vous avez toujours aimé? Ah, j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. Après, j'ai des préférences. J'adore le poisson. Je suis peut-être un peu moins. J'adore manger la viande, mais j'aime peut-être moins la travailler. Je trouve ça moins sexy, quoi. On découvre avec vous que le poisson est sexy, parce qu'à première vue, pas tellement. Bah ouais, mais les courbes, les lignes, fileter un poisson, c'est quelque chose de très. Qui peut être très sensuel, ouais. En tout cas, c'est une cuisine très colorée. C'est vrai que quand on regarde votre carte, et vous parlez d'ailleurs des couleurs et des tableaux qui peuvent vous inspirer, ça c'est important pour vous, faire quelque chose de coloré. Ouais, j'adore la couleur. C'est quelque chose qui me fait plaisir de faire une assiette colorée. Des fois, ça peut être juste choisir une couleur ou un thème de couleur et travailler autour. Parfois, ça va être mélanger plusieurs couleurs, mais ouais, c'est quelque chose, je trouve, ça donne envie de manger. C'est quelque chose qui fait lien aussi avec la cuisine du soleil. Donc, ouais, j'aime beaucoup les plats colorés. Oui, c'est vrai que ça évoque votre région de lumière, ça c'est certain. Alors, le deuxième mot après réconfort, c'est équipe. Ouais, équipe, on fait rien sans une équipe. En tout cas, ça, j'en suis consciente depuis longtemps. J'aime être le moteur de cette équipe-là, mais j'adore les voir évoluer autour de moi. Pareil, on va parler cuisine, passion, on va se lancer des idées, tout le monde va parler de son parcours, de sa culture, de son éducation, et on grandit ensemble et on a tous un objectif, c'est faire mieux tout le temps. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est très important pour moi, l'équipe. Peut-être parce que j'ai toujours travaillé dans des restaurants à taille humaine, où on était peu nombreux et l'équipe devient presque une famille. Parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, énormément de temps ensemble, qu'on finit par plus voir nos équipes que nos familles. Donc, ouais, c'est quelque chose de précieux. Et d'ailleurs, vous parlez de Sébastien Jean-Joseph et Grégory Anelka, qui sont, je crois, les deux membres phares de cette équipe, comme de vos frères. Je vous ai entendu dire ça. Oui. On s'est rencontrés au Fab de la Fontaine, on était jeunes et fougueux à l'époque, mais on avait tous les trois très envie de réussir. On n'était pas parisiens tous les trois, donc c'était une nouvelle aventure pour nous et on avait justement envie de faire nos preuves.
Et ça a été une super rencontre. Et voilà, encore 15 ans après, on est tous les trois. On a évolué, on a mûri, on a fait des erreurs, on s'est relevé, mais on est toujours restés ensemble et pour rien au monde, je voudrais changer ça. C'est mes associés, mes frères, mes poteaux. Quand je dis poteaux, pas dans le sens pote, mais mes poteaux, mes piliers. Voilà. Stabilité. Exactement. Donc on leur rend hommage ce soir. Toujours. Il y a aussi Simon, le sous-chef. Simon. Ça a été mon sous-chef pendant longtemps. Il est parti récemment, mais oui, c'est des gens comme ça à qui on apprend à faire confiance. Moi, j'ai appris à déléguer beaucoup. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire au début, quand je me suis installée à Bayeta. Aujourd'hui, c'est quelque chose que... J'adore la transmission et j'ai toujours aimé ça. Mais aujourd'hui, j'ai pas de mal à ne pas être là pendant un service et me dire oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant que je suis pas là. Non, je sais que ça ira très bien. Ils sont formés pour ça et que de toute façon, des mauvais services, ça arrive même quand je suis là. Parfois, ça peut arriver. On reste des êtres humains, donc voilà, juste apprendre à faire confiance et ça se travaille. C'est beaucoup de communication, beaucoup de travail ensemble, mais... Vous dites qu'il y a des mauvais services. Vous avez Bien envie. sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on rate? Qu'est-ce qui fait que tout à coup ça foire? Il n'y a pas de règle. C'est ça dans la restauration. C'est même un service où on pense être bien préparé, où tout est fait pour que ça se passe bien. Parfois, il suffit d'une mauvaise cuisson au mauvais moment. Il suffit d'un petit détail et puis ça fait valser le service. Mais c'est comme ça et c'est ça la beauté aussi de notre routine qui n'est pas vraiment une routine, c'est que les services se suivent mais se ressemblent pas forcément. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est raté? On dit excusez-moi? On fait semblant que tout était bien? Quand c'est raté, on refait jusqu'à temps que on refait. Ça puisse... bien sûr, bien sûr. Moi je préfère perdre 4-5 minutes pour refaire, mais le faire bien, envoyer ce qu'on sait faire, plutôt que de faire partir une assiette qui, oui, elle sera sortie rapidement, mais la cuisson ne sera pas bonne, la température non plus, le client sera mécontent, nous aussi. Donc voilà, parfois il faut savoir aussi, même si je n'aime pas ça et que je suis très impatiente, mais il faut apprendre à patienter parfois. Ouais. Comment est-ce qu'on crée la communion dans une équipe? Comment, entre nous, Par des moments simples. Ça commence par un café partagé le matin, par 2-3 mots échangés après un service. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire très facilement, en fait, avec des petites règles de base comme ça. Moi, j'ai une barrière. C'est au restaurant, tout le monde m'appelle chef, tout le monde me vouvoie. Ça, c'est ma barrière de protection. Ils savent que je suis quelqu'un qui aime vivre, qui aime rigoler, donc j'ai pas de mal à faire des blagues le matin quand j'arrive au restaurant. Tout va bien. Par contre, une fois que le service commence et que les clients arrivent, on rentre en scène. Et là, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc pendant ces 3 heures de service, ils savent que je vais être à l'affût de chaque chose dans l'assiette, que potentiellement je vais pouvoir leur reprocher des choses parce que c'est ça, on est en quête d'excellence. Donc, mais qu'ensuite, une fois ce service terminé, j'aurai pas de mal à rééchanger avec eux. Et j'ai un côté très maternel, je pense, avec eux. Je suis maman depuis 5 ans maintenant. Je pense que j'ai toujours eu ce côté un peu maternel, même avant de l'être. Mais depuis que je le suis, encore plus. Donc, ouais. Donc ça fait passer les coups de gueule. C'est toujours plus agréable, en tout cas, quand on est dans la communication et qu'on a quelqu'un qui vient nous expliquer. Moi, je dis toujours, c'est pas grave. L'erreur, elle est humaine. Se tromper, tu te tromperas encore. Toujours, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes pourquoi c'était une erreur et qu'on se donne les moyens de faire mieux la prochaine fois, c'est tout. Voilà.
Et ben, ça nous fait une bonne transition pour le mot suivant, qui est transmettre. Vous voyez, c'était pas mal. Transmettre, ouais. Je pense que la transmission, c'est quelque chose qui est très important et qui a été très important dans mon parcours. Déjà parce que j'ai commencé la cuisine très tôt. Que quand j'ai commencé, on m'a accueilli dans une cuisine et qu'on m'a beaucoup appris, qu'on m'a montré, qu'on a pris le temps de me faire découvrir le monde de la restauration, parce que c'est tout un monde nouveau, c'est un vocabulaire, c'est les produits, c'est comment ça se passe un service, comment on gère les commandes, comment plein de choses. Et j'ai eu de la chance de tomber sur des gens très très bienveillants autour de moi qui ont commencé cette transmission. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de continuer ça. Et quand je disais que j'ai appris à déléguer, j'ai aussi appris à prendre du temps pour faire des choses en parallèle du restaurant. Et via des associations comme la Tablée des chefs, par exemple, je donne des cours, 12 ateliers dans l'année dans un collège dans le 20e. Ils ont entre 13 et 15 ans. Je leur montre des petits tips pour apprendre à cuisiner avec des produits simples et en me disant qu'un jour ça leur servira quand ils prendront leur studio ou leur premier appartement. Peut-être que ça crée des vocations, c'est pas le but premier. Maintenant, voilà, c'est un moment qu'on passe tous ensemble dans une cuisine. C'est du plaisir, du partage. Et encore une fois, on mange 3 fois par jour, normalement. Donc c'est toujours une clé pour eux pour plus tard. J'ai vu que vous faisiez aussi des ateliers avec des enfants autistes. Ça m'arrive. Ça m'arrive un peu plus éclaté dans l'année, plus ponctuellement, mais c'est quelque chose que... De toute façon, cuisiner avec des enfants, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce que je pense que ça devrait être obligatoire et c'est en pourparler, ça va sûrement le devenir, j'espère. Vous voulez dire obligatoire à l'école ? Ouais. Comme en Suisse, où ça l'est d'ailleurs. En Suisse, il y a des cours de cuisine. Je pense que... Ah, et c'est en pourparler ça, de rendre ça comme une matière. Alors, ça pourrait être des ateliers pour commencer dans l'année, mais oui, je pense qu'il serait temps qu'on puisse prendre nos enfants et leur apprendre voilà, des produits, comment ça a été cultivé, comment c'est fait, qu'est-ce que vous ingérez, comment on le transforme. Enfin, c'est l'école de la vie, en fait, finalement, je pense, oui. Donc très important. Et je me rends compte quand je cuisine avec ces enfants qu'il y a une curiosité. Ils ont envie de faire, ils ont envie d'apprendre à faire. Ils sont très autonomes, très tôt. Et on a tendance à dire « Ah ouais, mais ils vont pas savoir faire ». Non, on leur donne un couteau, une planche, on leur explique comment faire et ça roule après. C'est très très facile à mettre en place. Ils sont fiers ? Très fiers, ouais. Très très fiers. Et pour des enfants autistes, il y en a qui sont autistes non-verbaux ou tout le monde parle ? Ça arrive qu'il y en ait des non-verbaux. Mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure, la cuisine, elle n'a pas besoin de mots. Ouais. C'est des moments qu'on partage, c'est des émotions, c'est des regards, un geste. Je crois que la cuisine, c'est un langage universel. J'ai fait un voyage qui m'a beaucoup marqué quand j'ai eu ma première étoile à 21 ans. Je suis partie en Corée. Et je devais faire un dîner à 4 mains avec un restaurant là-bas. Et ma première appréhension, ça a été, mais je ne parle pas coréen, bien sûr. Je parle difficilement anglais. Comment je vais faire ? Et en fait, je me suis retrouvée dans une cuisine. Et tout s'est déroulé. J'ai passé une semaine géniale. J'ai appris beaucoup et on a su communiquer avec des gestes, avec le goût, avec voilà, cette passion commune, en fait. Et ça, avec ces enfants qui sont en difficulté, ça se passe très bien, en fait. Il n'y a pas besoin de ça pour communiquer, pour se sentir bien et créer quelque chose ensemble.
vous diriez que les qualités pour cuisiner, c'est quoi? Les qualités requises? L'envie, la curiosité. Après, ça dépend. Cuisiner à la maison, cuisiner comme nous on cuisine dans un restaurant étoilé, on va pas demander les mêmes choses. Mais en tout cas, pour juste cuisiner dans le sens large du terme, c'est juste l'envie de partager un moment, l'envie de faire plaisir, quoi. Voilà. Et pour vous, dans votre métier, il faut en plus la minutie, non? Une immense minutie. Minutie, rigueur, oui, ouais, bien sûr. Vous êtes aussi la marraine d'une association pour les femmes en reconstruction. Oui, des étoiles et des femmes. C'est une belle association qui réinsère des femmes dans le métier de la restauration. Je suis la marraine nationale cette année. Et en ce moment, j'ai une stagiaire, justement, une étoile qui est avec nous pendant quelques semaines. Et c'est une autre manière de transmettre, mais pareil, moi, j'ai à cœur d'accueillir tous ceux qui veulent venir se former à nos côtés, tant qu'encore une fois, il y a de la bonne volonté, de la curiosité, c'est avec grand plaisir. Alors peut-être que certains de nos téléspectateurs entendront et se diront, tiens, ça fera naître peut-être des vocations. Alors on peut passer au dernier mot, et ce dernier mot, c'est étoile. Alors peut-être que je peux déjà orienter la question, parce qu'on en a déjà parlé de votre étoile, mais peut-être la première chose que je me demandais, c'est est-ce que vous diriez que vous avez eu une bonne étoile? Ouais, j'allais dire ça. Ouais, j'aime bien cette expression. Je pense que j'ai toujours eu une bonne étoile, parce que tout s'est toujours bien déroulé dans mon parcours, de comment se sont fait les choses, même s'il y a eu beaucoup de choses impromptues à la dernière minute. Mais j'ai toujours une petite étoile au-dessus de moi qui m'a accompagné et qui m'a aidé à faire les bons choix, je pense. Parce que quand je suis arrivée en cuisine, c'était un moment compliqué pour tout le monde, je pense, l'adolescence. Je disais que j'étais rebelle, etc. Mais c'est vrai que la cuisine m'a apporté un cadre et j'ai trouvé ma voie en découvrant la cuisine. Mais voilà, j'ai eu des bonnes personnes autour de moi. Est-ce qu'on peut dire que j'ai eu de la chance ou pas? On peut le dire. Maintenant, je pense que la chance, ça se provoque aussi. Et j'ai toujours mis dans mon travail une envie et peut-être quelque chose en plus qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai eu cette première étoile à 21 ans, que j'ai monté mon restaurant aussi jeune, qu'à 31 ans, j'en sois là. Mais voilà, j'ai travaillé pour ça en tout cas. J'ai travaillé pour ça. Alors on est sur KTO quand même, on a droit de poser des questions pieuses sur KTO. Est-ce que vous diriez que cette étoile, c'est quelqu'un qui vous a entouré? Ça peut être quelqu'un pour vous, cette étoile? Ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un. J'ai pas de mal à imaginer qu'on puisse être guidé. On a tous nos points de vue. Après, voilà, j'ai grandi avec des valeurs, avec une éducation et toujours cette idée en tête d'essayer de faire le bien autour de moi, en tout cas. Oui, une famille sicilienne et un père arménien, vous êtes quand même de culture catholique. Ouais. Malgré tout, il y avait une éducation religieuse dans votre famille ou pas tellement? On a eu une éducation religieuse qu'on a un peu perdue en grandissant, mais malgré tout, ça a bercé notre enfance. Donc c'est quelque chose qui est marqué en nous. Quand je dis nous, je parle de moi et mes frères, parce qu'on est une fratrie de 3. Mais aujourd'hui, ça nous a donné des bonnes lignes à suivre, je pense, pour notre vie. Et voilà, juste faire le bien, en tout cas pas faire de mal déjà. Ouais, c'est déjà pas toujours facile. Ouais. Mais voilà, ces valeurs de partage, de transmission, de don de soi. Aussi. Ouais.
Alors, en pensant à l'Évangile et en pensant à vous, je me disais, Jésus de Nazareth, il est quand même né avec une étoile au-dessus de la tête, là, avec son étoile au-dessus de son étable quand il est né et que les mages l'ont cherché partout. Et puis après, je me suis dit, il était quand même traité de glouton et d'ivrogne. Ça vous plaît, ça, non? Vous voyez, c'était pas l'empêcheur austère de tourner en rond, quoi. Il avait l'air assez Disons que festif. c'était un épicurien. Vous dites ça. Il aimait la vie. Voilà. Il aimait la vie. Et les bonnes choses, pourquoi s'en priver? Et on voit d'ailleurs que quand on regarde un artichaut ou des fraises, si c'est Dieu qui a créé tout cela, vous avez déjà pensé à ça en regardant des artichauts ou des fraises? C'est incroyable. On se dit, comment doit être Dieu si c'est Dieu qui a créé ça? Mystère. Vous vous êtes jamais demandé ça? J'y songerai. Bah oui. La prochaine fois, vous vous demanderez comment doit être Dieu. Incroyablement drôle, non? Parce qu'un artichaut et des fraises, c'est quand même amusant. Vous avez un père arménien et j'ai entendu dire que vous aviez envie de voyager dans ce pays. Oui, c'est prévu. J'ai pas pris le temps de le faire encore, mais ça va être résolu d'ici peu. J'aimerais bien aller sur les traces de mes ancêtres déjà et découvrir cette culture d'un peu plus près. Dont il n'a pas tellement transmis d'éléments ou au contraire si? Lui personnellement pas beaucoup, le reste de la famille un petit peu, mais c'est vrai que j'ai une curiosité d'aller voir et le terroir gastronomique bien sûr et tout ce qui l'entoure. Parce que lui cuisinait pas du tout. Très peu. Donc très ça, peu. vous savez pas quelles sont les spécialités? Si, je les connais et on a énormément évolué et grandi avec assez de familles autour de nous pour avoir cette culture gastronomique-là, mais je pense que ça sera totalement différent d'aller voir sur place. Ouais. Alors dans le mot étoile, je pensais aussi à ce qui nous fait avancer quand on est dans la nuit, dans l'obscurité des épreuves de la vie. J'imagine que vous en avez déjà traversé. Quelles sont les étoiles qui vous font tenir quand la vie devient obscure? Mon étoile à moi, c'est mon fils. Hein. Comme je disais, je suis maman depuis 5 ans. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il suffit que je pense à lui ou que je le vois, que je vois les étoiles qu'il a dans les yeux. Voilà, ça nous remet sur le droit chemin. Je pense qu'on traverse tous des choses plus ou moins difficiles. On a tous nos personnes, nos croyances pour nous rattraper. Donc, ouais. Donc ça, il vous fait vous lever le matin? Bien sûr. Bien sûr. Et ça vous est jamais arrivé d'en avoir marre de la cuisine et vous dire j'en peux plus? Beaucoup de fois. beaucoup de fois, si vous saviez. Ça peut m'arriver souvent de me dire il faut que j'arrête ce métier. Mais en fait, le lendemain matin, j'y retourne et j'y retourne avec envie. Donc, vous voyez, quand je prends une semaine de vacances, au bout de 7 jours, je me dis mais vivement que je revive un service, quoi, cette adrénaline. Puis même, je ne pourrais pas faire autre chose. Je me verrais pas faire autre chose. C'est vraiment un métier passion. Vous avez de la chance d'avoir trouvé ça dans votre vie. J'ai beaucoup de chance et j'en suis consciente. Donc ça, c'est une forme d'étoile aussi pour vous, d'avancer avec cette passion qui demeure. Bien sûr. Merci beaucoup, Merci. Julia Sédéfiant. À tout de suite. Alors, nous sommes toujours sur KTO dans Lumière intérieure et vous êtes toujours en vie. Toujours. C'était comment cette expérience de confessionnal? Écoutez, c'était une première, pas déplaisant, intéressant. Ouais, un peu déconcertant ou même pas? Déconcertant non, mais amusant, je dirais. Qu'est-ce que vous avez aimé comme mot? Est-ce qu'il y en a un que vous avez aimé dans les mots que j'avais choisis? Un qui vous ressemblait davantage? Ils ont tous fait résonance sur quelque chose qui est important pour moi. Donc,
Mais si je devais en choisir un, je resterais sur transmettre parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et qui va avec moi tout le long de mon parcours et qui continuera d'être là. Donc, Oui, parce que transmettre, ça permettait aussi d'évoquer la gratitude pour ceux qui vous ont transmis. déjà, Ouais. Et puis la joie que vous avez à donner maintenant, exactement. y compris à votre petit garçon peut-être. Aussi, tout à fait. Parce qu'on a vu qu'il était très important pour vous. Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai quand même vu aussi vos yeux s'éclairer pour réconfort. Oui, Ça m'a fait plaisir, je me suis dit oui, chic. parce qu'on a tous besoin de réconfort parfois et qu'on a tous en souvenir un plat, un moment qui nous donne ce réconfort-là. Vous savez, ça peut être simplement, je sais pas, un chocolat chaud quand tu rentres de l'école. Ouais. Voilà, ça, c'est du réconfort. Ah oui, Ouais. c'est vrai. En fait, ce qui est frappant en vous écoutant, c'est à quel point la cuisine, c'est affectif. C'est lié à Bien l'amour, sûr. en fait. C'est lié aux souvenirs d'enfance, beaucoup. Vous avez beaucoup parlé des souvenirs d'enfance. Énormément. Parce que peut-être que la cuisine a eu un rôle très important pendant mon enfance, qu'on a toujours cuisiné, que j'ai toujours vu ça. Donc, C'était une enfance heureuse, donc c'est aussi un joyeux souvenir exactement. que vous êtes heureux de transmettre tous ensemble en équipe au restaurant Bayeta maintenant. Exactement. Moi, j'avais quand même une question un peu plus grave pour terminer notre entretien. Vous savez que la Bible parle souvent de la vie éternelle, la vie après la mort, comme d'un festin. Et j'avais envie de vous demander ce que ça vous inspirait, vous, dont c'est le métier et la passion. Je trouve ça pas rien que pour nous parler de la vie après la mort, la Bible dise ça sera un festin. Vous voyez, je vais dire ça à mon fils. Parce qu'en ce moment, il se questionne beaucoup sur la mort. Et je lui dis, si jamais un jour tu meurs, tu iras au paradis. J'essaie de lui expliquer avec des mots simples et avec moi ce que j'ai envie de lui expliquer. Et il m'a dit, mais du coup, ça veut dire que quand je vais monter au paradis, je serai déjà mort. Je dis oui. Et il me dit, mais qui est-ce que je vais retrouver au paradis? Et je lui dis, tu vas retrouver tous les gens que t'aimes. Et t'inquiète pas, tu pourras manger des bons plats et avoir une vie très heureuse après. Donc je lui dirais qu'il y a un grand festin qui l'attend. Ça vous parle? Ouais, j'adore. J'adore cette image de festin déjà. Ouais. Et j'ai toujours été convaincue qu'il y avait une vie après la mort. Donc voilà. Ça, vous y croyez? Ouais. Et vous pensez, vous aussi, vous retrouver ce que vous aimez? Ah, j'espère. Vous l'espérez? Ah, ouais. Et au fond, ce festin, ça donne comme image de tous se retrouver autour de cette joie commune. Ça vous fait envie? Ça vous attire comme perspective? Pas dire que je suis attirée par la mort, mais en tout cas, c'est réconfortant de savoir que les gens qu'on aime nous attendent et autour d'une belle table, d'un grand festin. Ouais. Ça, c'est chouette, non? Et peut-être aussi que ça dit que s'il y a un festin, ça veut dire qu'il y aura encore les éléments du monde, vous voyez? Donc vous avez parlé les choux, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, le poisson, vous aimez le poisson. Et donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Si on parle de festin, moi je vois déjà la grande table qui déborde, les produits à droite, à gauche, il n'y a pas de souci. Vous le voyez? Vous avez envie de quoi comme plat éternel? Pas le pain. C'est vrai, vous aimez le pain? Ah ouais. C'est un premier truc qui me manque quand je suis à l'étranger. On a un savoir-faire quand même sur le pain qui est exceptionnel. Ouais. Alors, il y aura peut-être un vrai pain. Le pain du partage. Le vrai pain du ciel. Eh bien, très bien, on va se quitter sur ces mots-là, plein d'espoir, en espérant ensemble faire partie de ce festin, vous et moi. En se souhaitant à tous un énorme bon festin. Ouais. Ah oui, très bien. En tout cas, on a été très heureux de vous entendre, très heureux de faire votre connaissance, et je crois qu'on est plusieurs à se dire qu'on ira certainement frapper à la porte du restaurant Bayeta. Ça sera un grand plaisir. Dites-nous, c'est donc dans le 5e arrondissement? 5 rue de Pontoise, dans le 5e arrondissement. Bayeta, exactement. Bon, et on sera très heureux en attendant le festin éternel. Merci. Merci beaucoup, Julia Sédéfidjian. Merci infiniment. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Et nous, on a un peu faim après. Merci beaucoup. À bientôt.